Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Sleeping Gods, donc le dernier jeu de Ryan Laukat, et je vais vous faire une présentation du jeu, ainsi que vous donner mon avis dessus. Donc ça va se faire en deux parties, je vous explique d'abord le mécanisme du jeu, les idées qui tiennent derrière ce jeu, et ensuite je vous donne mon avis dans cette vidéo. Quel est le pitch de base de ce Sleeping Gods? Grosso modo, vous êtes sur un voyage de retour avec votre bateau, qui s'appelle le Manticore, qui est ici, qui est représenté et peint. C'est fourni comme ça, je n'ai pas peint le bateau, il est déjà peint. Donc, et on le retrouve également sur la couverture, bien sûr. Et ce bateau, on va le retrouver ici aussi, avec une grosse bébête en dessous. Et pendant ce voyage de retour, donc, vous êtes pris dans un orage, et quand l'orage se calme enfin, vous vous retrouvez dans un monde que vous ne connaissez pas, ou que vous ne reconnaissez plus, et à ce moment-là, une entité vous révèle que, pour retourner dans votre monde, vous allez devoir réveiller les dieux, qui se sont endormis dans ce monde-ci. D'accord ? Donc on a changé un peu de monde, on est dans un monde où les dieux se sont assoupis, visiblement, et pour rentrer dans notre monde, il va falloir les réveiller, et pour cela, il va falloir trouver des totems. Donc en fait, différents totems dans le jeu. Voilà, ça va être le but de votre aventure. Donc ce pitch un peu extraordinaire, un peu Jules Verne sur les bords, puisqu'on change de monde, je vous dis, on se retrouve dans un monde un peu comme le monde perdu, un monde fantastique, une île mystérieuse. Là, en l'occurrence, c'est plus qu'une île d'ailleurs. Eh bien, ça vous donne l'objectif à atteindre, donc quitter ce monde en retrouvant les totems et en réveillant les dieux. Le truc, c'est que, évidemment, dans ce monde que vous ne connaissez pas, il y a des créatures qui n'ont pas envie que les dieux se réveillent. Vous allez le découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Tout le monde n'a pas forcément envie que le dieu se réveille pour différentes raisons. Donc vous êtes dans un monde où vous allez devoir retrouver des totems, mais c'est un monde que vous ne connaissez pas. Vous allez devoir survivre dans ce monde, et en plus, lutter éventuellement contre des créatures qui vont vous en vouloir. Donc ce jeu se présente avec différents composants. Et vous allez voir qu'il n'y a pas tant de composants que ça, mais ils vont prendre un peu de place sur la table, et qu'il va falloir s'organiser pour apprécier le jeu, et le laisser peut-être un petit peu longtemps sur la table, parce que c'est un jeu qui est quand même relativement long à jouer. Alors, première remarque déjà sur le jeu, c'est un jeu qui n'est pas forcément solo, mais je pense qu'il est meilleur en solo qu'en multijoueur. C'est vraiment un jeu d'aventure, vraiment un jeu d'exploration, d'aventure. Je trouve qu'il s'adapte plus facilement au solo qu'au multi. À la limite, peut-être qu'à 2 joueurs, ça peut être sympa, 3 maximum, et encore. Mais je pense qu'un ou 2 joueurs, c'est vraiment le bon compte. Et en solo, c'est parfait. Donc le matériel, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte à l'illustration complètement magnifique? On va avoir un carnet qui va nous servir pour la campagne. C'est un jeu de campagne. En fait, on va faire Alors c'est un jeu de campagne, mais c'est une grande aventure finalement, mais qui va se diviser en 3 chapitres. Donc un petit carnet pour suivre votre équipage. Alors c'est pas forcément utile, je ne l'ai pas utilisé du tout sur ma première partie. Et derrière, au dos, vous avez la carte sur laquelle vous allez pouvoir explorer en fait le monde complet du jeu. Donc ici, on a la carte complète, à savoir qu'on a la carte du jeu, la boîte de base, plus de l'extension Tides of Rune. Vous allez avoir votre équipage. L'équipage Manticore est composé de 9 personnages qui ont chacun leur petite histoire ici. Alors Max est pas sur le bateau au tout début, mais vite, rapidement, par le scénario d'introduction, elle arrive avec votre équipage. Donc on a Mac, Laurent, Katsumi, Audrey, le capitaine, donc Sophie Odessa, c'est le qu'on va représenter finalement, Grégory, alors Grégory Little, je ne vais pas le traduire, Marco Reyes, Raphaël et Canan. Donc ça, c'est votre équipage. Et vous allez jouer toutes vos parties avec tout l'équipage. Donc ça veut dire qu'il va falloir, sur la table de jeu, organiser votre équipage
Sachant que pour chaque membre d'équipage, potentiellement ils vont avoir des cartes qui vont se mettre en dessous. Alors les cartes sont des cartes de type petit format qu'on va pouvoir glisser en dessous. D'accord, mais il faut quand même prévoir un petit peu de place. Alors on n'en a pas systématiquement, on n'en aura pas plein. C'est assez gérable, donc autour on garde une petite zone. Et des cartes d'équipement, d'armes qui pourront se mettre ici. Mais souvent, moi dans ma première partie, j'avais 2-3 cartes sur un personnage et pas sur tous les personnages. Ensuite, nous aurons quoi? Justement, ces fameuses cartes de compétences, finalement, qu'on pourra utiliser, qui vont avoir une double utilisation. Non seulement servir de carte de compétences, avec des compétences spécifiques dessus, et en même temps des caractéristiques, on va y revenir, mais également, chaque carte a un chiffre en haut à gauche qui va servir comme un dé. C'est-à-dire que quand on aura besoin de faire des résultats, de faire des tests de compétences ou des tests de combat, on utilisera le tirage d'une carte, donc Fate, je ne sais plus comment on dit, Destin, et on la révélera et on ajoutera le score à notre score de caractéristiques pour savoir si on réussit un test de compétence ou un test de combat. On a également des cartes marché. Donc les cartes marché, on va pouvoir aller acheter ou acquérir par différentes façons des cartes équipements, des cartes de recettes, très important, de différentes choses. Chaque carte va avoir un petit coût qu'on pourra donc payer en monnaie locale. Nous aurons également des cartes monstres ou ennemis qui vont se présenter comme ça. Donc ces cartes, on les gardera dans l'ordre tout le temps. On aura également des pièces. Alors moi j'ai les tokens, des pièces métalliques, mais vous avez également les pièces, tout le matériel que l'on peut avoir dans le jeu. Donc les pièces, elles sont ici. Ça c'est la version carton. Des pions de fatigue, des pions d'état, des pions un peu uniques qui vont servir parfois dans le jeu. Les dégâts, les points de commandement. Ça, ce sera pour le combat. Ça, ce sera des points d'exploration. Ici, ce seront des cartes. Alors, ce seront des cartes d'habilité qui vont ressembler un peu à celles qu'on peut trouver dans le jeu, mais qui seront des cartes dédiées à chaque personnage quand il va pouvoir monter de niveau avec de l'expérience. Ici, nous avons de la nourriture, donc différents types, de la viande, des légumes, ou des légumes. Ici, du blé, et on a aussi des planches de bois pour réparer le bateau éventuellement. Les objets qui sont ici ne sont utilisés que dans les donjons. Alors les donjons, c'est une extension du jeu, mais qui vient avec le jeu de base. Je n'ai rencontré aucun donjon pour l'instant sur ma première session. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel quand même dans le jeu. Ici, c'est les dégâts pour le bateau. Ici, on a des clés donc, qui viennent en ce moment en jeu. Ici, les artefacts qui valent 2, qui ont une valeur de 2 en or. Et j'ai fait à peu près le tour. En plus de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici des jetons, donc le bateau qu'on a vu au tout début. Et des petits jetons ici qui serviront pour l'exploration, pour une des actions qu'on va pouvoir faire sur le bateau. En fait, on explore pour récupérer des ressources. On verra comment. Dans le jeu va venir également le bateau, sur lequel en fait on va pouvoir gérer les actions de l'équipage et qui va nous résumer également le tour de jeu. Il y a deux côtés, il y a côté 1 ou 2 joueurs et 3 et 4 joueurs ici. Donc ça va changer les valeurs des points de commandement qu'on va pouvoir récupérer. Et vous avez ce coffret magnétique, à ouverture magnétique donc, qui va contenir toutes les quêtes du jeu, et toutes les cartes aventures, et ici les cartes événements. Alors les cartes événements, vous voyez ce qu'il y a, ce petit tas là, je ne sais plus combien il y en a, dans chaque manche, dans chaque chapitre d'une campagne, il y a 3 chapitres dans une campagne, on va dire, on a 18 cartes événements. Alors c'est vrai pour la première, après on en a 12, et après je ne sais plus combien on en a, mais voilà, on n'utilise pas toutes les cartes événements à chaque fois. D'accord ? Ici les cartes aventures, et ici les cartes quêtes. Pour information, moi les quêtes que j'ai réussi ou j'ai terminé dans ma première tentative de campagne, j'ai dû en faire 5-6 sur l'ensemble, il y en a 218. Vous voyez un peu ce qu'on peut trouver dans le jeu. Et pour conserver encore plus les quêtes qu'on aurait terminées, on les met dans cette boîte-là. Comme ça, si on arrête le jeu, on a séparé les quêtes terminées des autres quêtes. Donc évidemment, ce matériel, il va falloir le mettre autour de la table pour pouvoir jouer au jeu. Alors comment ça va se passer ?
moi je mets souvent le bateau en centrale ici, et l'équipage un peu orienté autour. En début de partie, on a 4 cartes comme ça. Alors les cartes, on appelle ça des cartes aventure, mais ce sont des cartes marché. Donc heureusement j'ai trouvé ça, parce que dans la doc c'est pas marqué, c'est un errata. Hein. Les cartes de départ sont les cartes marché ou sur lesquelles il est marqué starting. C'est les 4 cartes avec lesquelles on commence le début du jeu. On commence également le jeu, alors ça on le voit dans le scénario de démarrage de mise en route, avec une carte quête ou 2 cartes quête qu'on mettra en place plus tard. On va passer aux mécaniques de jeu. Alors le tour de jeu, on va commencer par le tour de jeu, parce que le tour de jeu est super simple. Je ne vais pas rentrer dans les mécaniques avant de voir le tour de jeu. Le tour de jeu, il est résumé d'ailleurs sur le plan du bateau, donc ça c'est plutôt bien fait. Il va se dérouler ainsi. À chaque tour de jeu, donc on va considérer que je suis en 1 joueur. Hein. En 2 joueurs, on fait chacun un tour de jeu, et chaque joueur va gouverner un certain nombre de membres d'équipage. Il y a des choses qui sont communes, des choses qui ne sont pas communes. À un joueur, on ne se pose pas de questions. Tout ce qui est rapport aux joueurs, c'est pour nous. Donc je mets côté 1 ou 2 joueurs. On a donc le tour de jeu qui est décrit ici. Premièrement, c'est l'action du bateau. Ensuite, l'événement. Ensuite, 2 actions. Et les actions sont résumées ici. Vous voyez que c'est plutôt très 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 simple. L'action du bateau. On va avoir un petit marqueur, comme ça, qui va nous permettre d'indiquer quelle action sur le bateau on va prendre. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme action sur le bateau ? On va pouvoir aller sur le pont, donc chaque action est en fait une zone du bateau. Chaque action est décrite ici sous forme de symbole, donc ici quand il y a un petit 1 comme ça dans une case, c'est qu'on pioche une carte compétence, une carte habilité, qu'on va en fait avoir dans sa main. Alors moi la main je la pose forcément, je ne vais pas tenir les cartes en main tout le temps. Donc par contre quand on est un multijoueur, chaque joueur a sa propre main de cartes. Donc on va pouvoir récupérer ce genre de cartes. Alors sur ces cartes, je vais en profiter pour la décrire. Qu'est-ce qu'on trouve ? Ici, c'est seulement pour le cas des cartes Fate, quand on les tire pour avoir un chiffre en plus de nos compétences. Ici, c'est le coût en point de commandement pour équiper cette carte sur un personnage. Donc si j'ai envie d'associer cette carte à un personnage, et la mettre en dessous par exemple, comme ça, je vais payer son coût en point de commandement, donc en point de commandement comme ça, que je vais à ce moment-là défausser, pour l'associer à mon personnage. Cette carte compétence, elle va m'apporter un attribut, donc ça va augmenter les caractéristiques de mon personnage ici, qui représentent en fait ici par exemple la force, la navigation ou des choses comme ça. Donc ça va passer à 2 son niveau en navigation. Alors c'est pas vraiment la navigation, mais plus on appelle ça savey. Et en plus il y aura un effet, ici l'effet instantané c'est de récupérer 2 points de vie immédiatement quand on affecte la carte. Donc là en l'occurrence ce sera pas super intelligent si mon personnage était en pleine santé, mais on pourra toujours associer la carte. Donc je reviens sur cette action-là, on a tiré une carte, on peut en avoir 3 en main maximum. On pioche 2 ou 3 jetons de commandement, donc en fait le 2 ou 3 ça correspond au nombre de joueurs qui est indiqué ici. Donc là il y a marqué 1, 2, bah donc 2, 3, si je suis tout seul je pioche 2 jetons de commandement. Les pions de commandement, ce sont ceux-là. Donc ceux-là ils vont venir sur mon bateau, je vais les mettre en plus sur mon bateau. Alors j'ai tendance plutôt moi à les séparer pour bien les repérer. Ce petit curseur, ce petit marqueur ici, m'indique que je peux retirer les points de commandement qui ont été posés sur des cartes, aventure, marché, oups là, j'ai donné un coup dans le micro, donc aventure, marché, ou sur les cartes personnages. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, ce sont les points de commandement, et c'est assez important dans le jeu de gérer ces points de commandement. Donc c'est ce petit symbole-là qui permet de les récupérer tous. Ici, les 2 cases vides, et ben en fait, c'est les points de résistance que possède cette zone du bateau. Donc potentiellement, cette zone du bateau peut prendre jusqu'à 2 dégâts dessus. Alors les dégâts vont être pris pendant l'aventure, quand on explore, quand on réussit des challenges, ou quand on rate des challenges plutôt, quand on fait des rencontres en mer, ou quand on explore un peu trop. Comment est-ce qu'on prend des dégâts ? Quand votre bateau prend un dégât, on tire une carte comme ça, on regarde le numéro, et on affecte les dégâts à la zone du bateau qui correspond au numéro. Donc là, si c'était 2, j'aurais bien un dégât ici sur le pont, deck. Quand une zone a 2 dégâts, elle est inutilisable, donc je ne pourrais pas placer mon marqueur d'action de bateau dessus. Voilà, jusque là, c'est plutôt simple. Donc voilà à quoi ça sert.
Et donc ici, après, j'ai des variantes de cette action de bateau. Ici, par exemple, on va avoir 3 points de commandement. Je vais pouvoir retirer 2 points de commandement, soit d'un plateau de membres d'équipage, soit de cartes aventure, qui ont été posées. Et j'ai aussi 2 zones de dégâts. Ici, je vais gagner une carte, je vais piocher 2 pions de commandement, et j'aurai le droit, une fois que j'aurai mis ma main à 3 cartes maximum, de défausser une carte habileté de ma main, pour retirer un pion de fatigue d'un de mes membres d'équipage. On va revenir sur la fatigue parce que c'est super important et je trouve que c'est l'élément le plus critique dans le jeu. Donc il y a 2 emplacements aussi pour les dégâts. La baie médicale, la sick bay, la baie de soins, donc on peut récupérer 3 points de commandement et on peut donner un point de vie, on peut récupérer un point de vie sur un de nos personnages. 2 emplacements de dégâts et on tire une carte également d'habileté. Sur le pont par contre on ne tire pas de carte d'habileté, c'est le seul endroit où on n'en tire pas. On récupère 2 points de commandement, et là on fait une sorte de pêche ou d'exploration, donc en bateau ou à pied d'ailleurs, peu importe, c'est pas tellement l'explication n'est pas là, et il y a marqué 1 à 3, et en fait, c'est à ça que vont servir les jetons que j'ai mis dans un petit sac, le sac n'est pas fourni, c'est que j'ai le droit de piocher jusqu'à 3 pions, donc je vais les tirer un par un. Alors comment ça va se passer? Je vais tirer le premier pion, et là il est marqué que je peux récupérer soit 2 grains, soit 2 blés en fait, soit 2 planches. Donc c'est les ressources qu'on a vues tout à l'heure dans le sac. Mais si ça ne me convient pas, je peux en piocher un deuxième, et puis même jusqu'à un troisième. Mais je le fais un par un. Alors pourquoi? Donc là ici, sinon je pourrais dire, à la place de ce que j'ai vu avant, je vais prendre celui-là, je pioche et je choisis. Ou alors, j'en tire encore un troisième, c'est le maximum, et je vais prendre celui-là. Ah, mais alors là, donc mon choix, c'est de récupérer une pièce d'or, par exemple. Par contre, il y a marqué que je prends 2 dégâts sur le bateau. Et quel que soit... Alors, admettons que j'ai tiré celle-là en premier, et que je termine par le troisième pion, c'est celui-là. Je dis, tiens, je vais prendre la viande et les légumes. Tous les dégâts qui auront été révélés dans mon exploration seront comptabilisés. Je ne prends qu'un seul jeton, par contre, tous les dégâts révélés sont comptabilisés. Donc en fait, c'est une sorte de stop ou encore sur l'exploration pour récupérer de la ressource. Alors les ressources, malgré tout, sont super importantes, notamment par rapport à la fatigue, vous allez voir. Donc voilà cette action un peu spécifique du bateau qui est sur le pont. Donc évidemment cette action-là, qui peut être vitale parfois, je ne pourrais pas la réaliser si cette partie-là du bateau est pleine de dégâts. Ici, c'est la carlingue seulement, il y a un emplacement, et ça veut dire qu'ici j'ai pas d'action, ça me fait seulement un point de résistance en plus sur le bateau, je crois qu'il y a 11 points, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois de 10 et un 11. Si jamais le bateau est entièrement, les zones du bateau sont entièrement remplies de dégâts, on est à une situation de défaite, à ce moment-là on peut l'enregistrer, et en fonction du mode de difficulté choisi, soit on a perdu la partie et c'est terminé, soit on peut noter la défaite sur la feuille de campagne, qui est marquée ici, on peut noter le nombre de défaites, et on a une totalisation de points à la fin en fonction du nombre de défaites. Alors, la défaite quand on est en mode normal, c'est effectivement, on ne perd pas ses personnages, mais par contre on perd beaucoup de temps, et donc on perd un certain nombre de tours de jeu. Donc ça c'est l'action du bateau qu'on fait, on a une action de bateau, on passe ensuite à l'event. Pendant qu'on fait ces actions de bateau, et à n'importe quel moment, on aura moyen d'utiliser les points de commandement qu'on aura gagnés pour les mettre sur des cartes ou sur les membres d'équipage par exemple. Donc par exemple sur un membre d'équipage, comme le capitaine, je peux utiliser... Alors c'est pas un super exemple, parce que c'est des actions de combat surtout, mais je vais prendre qui? Je vais prendre lui, tiens, Laurent. Tombe bien, c'est mon prénom. Donc lui par exemple, à n'importe quel moment dans le jeu, sauf en plein milieu d'un combat, sauf en plein milieu d'un challenge, je pourrais lui affecter 2 points de commandement pour faire l'action qui est marquée ici, d'accord? On m'a dit que je paye 2 points de commandement pour récupérer une viande. Il a arrêté de pêcher, il a arrêté de chasser, peu importe. À ce moment-là, je mets les points de commandement et je les laisse sur son plateau. Et ça veut dire que tant que j'ai ces 2 points de commandement sur son plateau, je ne peux pas utiliser de capacité sur son plateau, même celle qui est en dessous. D'accord? Il faudra que ces points soient retirés pour pouvoir utiliser à nouveau une capacité. En fait, c'est le temps qu'il a utilisé à faire ça. Le temps qu'il a été à se reposer après, quoi que ce soit. D'où l'intérêt de retirer soit tous les marqueurs, soit 2 marqueurs. D'accord? Avec ces 2 actions-là. Donc ces 2 zones-là, il faut quand même bien les protéger sur le bateau pour pouvoir les utiliser relativement souvent.
Donc sur chaque personnage, vous avez différentes actions disponibles et différentes, comme ici, en utilisant 2 ou 1 point de commandement. D'où l'importance des points de commandement. Ici, par exemple, cette action-là, c'est de retirer une carte Fate, donc retirer une carte comme ça. Si le numéro ne vous convient pas, en utilisant cette action-là, je peux en retirer une autre et avoir le nouveau résultat. Et c'est pareil pour tous les autres personnages, on a des actions de personnages. Et vous allez voir sur les cartes aventure, donc on a 4 cartes aventure en début de partie, donc là c'est des cartes marché, mais ça marche pareil pour les cartes aventure et les cartes marché. Dès que vous avez ce symbole-là, vous pouvez utiliser un point de commandement dessus, et vous le laissez sur la carte, pour faire la compétence qui est en dessous. Quand il y a un point de commandement sur une carte aventure ou une carte marché, peu importe, sur une des cartes que vous possédez qui est adalée, qui appartient à l'équipage, si vous avez déjà un point de commandement, vous ne pouvez pas réutiliser l'action. Il faut qu'il soit disponible pour l'utiliser. Donc ici, par exemple, ça nous permet de piocher 2 cartes habilitées. Ici, ça permet de faire ce qu'on a vu tout à l'heure, donc repiocher une carte destin, Fate, je vais l'appeler Fate, ce sera plus simple pour moi. Ici, c'est de faire une recette, donc il va nous demander un point de commandement et de dépenser des ressources pour avoir l'effet qui est derrière. Ici, c'est une autre carte recette, c'est pancake, ouais. Des pancakes. Et voilà, donc ça c'est les cartes de départ. De la même façon, je ne peux pas l'utiliser en plein milieu d'un combat ou en plein milieu d'un challenge. Je peux le faire avant un challenge ou avant un combat, ou après évidemment. Une fois qu'on a fait cette action de bateau, on a vu comme ça un peu du matériel en même temps, on a l'event. Alors l'event deck, comment ça se passe? Vous avez un deck d'événements, tous les événements sont dans cette boîte en début de partie. Et quand on commence une campagne, ou quand on commence une aventure, on va créer le deck d'événements pour le premier chapitre. Alors, je vous dis, à chaque fois, en fait, quand vous allez commencer une aventure, vous allez en fait avoir 3 chapitres. Les chapitres, ils vont être délimités par quoi? Par les cartes, par le deck de cartes événements. Donc au premier chapitre, on va devoir prendre 18 cartes événements. Les cartes événements sont réparties en 3 catégories. Le niveau facile, en fait, on va dire, ou le niveau sans danger, ou presque, un peu plus dangereux, avec les vagues, et très dangereux avec l'orage. D'accord ? Donc quand on fait le deck de rencontre, d'événements, c'est très simple. On mélange chaque deck de cartes événements d'un type ensemble, et on en prend 6 de chaque. On mettra le plus difficile en dessous, l'intermédiaire au-dessus, et tout en haut, le facile. D'accord ? Donc là, j'ai 6 x 3, 18 cartes, donc 18 tours de jeu finalement, puisqu'à chaque tour de jeu, je vais prendre une carte événement, qui vont se mettre ici. Alors, en réalité, il y a 19 tours, oui. Parce que le dernier tour, quand mon deck sera vide, on a une indication de ce qu'on doit faire, qui est indiquée ici. Donc à la fin, la première fois qu'on vide le deck, et qu'on doit piocher une carte événement, donc ça veut dire qu'on a vidé le deck, on a fait 18 tours, le 19e tour, on va lire un paragraphe, c'est lire l'histoire numéro 1. La deuxième fois qu'on vide le deck, lire l'histoire numéro 1.2, et la troisième fois, c'est je pense que c'est l'histoire finale, je ne l'ai pas vu encore en fait, c'est la F1. Voilà. Donc ça va vous faire un timer, ça va vous faire un certain nombre de tours. Vous voyez que c'est relativement long quand même. Et c'est comme ça que se compose donc le deck qu'on va mettre ici, et duquel on piochera à chaque fois. Donc quand arrive le moment de faire l'événement, on pioche la carte, on va prendre une au hasard. En exemple, des rochers cachés, donc ça donne un bon signe, c'est déjà des rochers aiguisés, enfin pointus, du moins sharp, coupants, cachés sous une forêt d'herbes de mer ou d'algues de mer, donc menace le bateau. Donc il est marqué éviter les rochers. Et vous voyez qu'il est marqué dessus CV5, donc CV5. CV, c'est une des compétences qui se trouve ici. Et on nous demande de faire un challenge de niveau 5. Un challenge va toujours porter sur une des caractéristiques. Hein. Donc notre capitaine possède toutes les caractéristiques. Donc elle peut faire un test sur chaque type de challenge et apporter 1 en valeur à ce type de challenge. Et il y a marqué que si on rate, fail, le bateau prend 1 dégât. Alors comment ça se passe qu'on doit faire un challenge ? On va profiter pour faire le challenge.
Et ça se passera un peu de la même façon... Non, pas pour les combats. Pour les challenges. Donc on doit faire CV5, donc on sait quelle caractéristique c'est. La base, c'est que si on veut pas faire participer un membre d'équipage précisément au challenge, on ne fait rien. Et à ce moment-là, on tire une carte, donc une carte Fate. On révèle son numéro. Alors je vais mélanger, comme ça on va avoir la surprise. Je révèle le numéro. Là, ça fait 3. Et c'est tout, on ne prend pas en compte le reste. Hein. J'ai 3. À ce moment-là, je dois avoir au moins la même valeur ou plus pour le test. J'aurais raté mon test, évidemment. Mais pour avoir plus de chance et contrôler un peu plus le jeu, je peux faire participer des membres d'équipage. Donc les membres d'équipage que je peux faire participer, comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser des jetons de fatigue. Dès qu'un membre d'équipage participe à un challenge, on lui place dessus un pion fatigue. Donc, je peux choisir des membres d'équipage qui ont cette compétence pour augmenter mes chances. Donc, par exemple, je pourrais bien faire participer Grégory. Je lui mets un point ici. Je vais faire participer, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qui d'autre a la compétence? Laurent. Il l'a aussi, donc je lui mets un point ici. Et notre capitaine, qui a la compétence, qui les a toutes, un point ici. Ça veut dire que là, je commence le test avec plus 3. Plus ma carte que je vais piocher. Donc je tire une carte. J'obtiens 3. Plus les 3 que j'ai utilisés. Hein. Donc je les ai utilisés tous les 3 parce qu'ils ont la caractéristique Savvy, hein, dont j'ai besoin pour le challenge. 3 plus 3, ça fait 6. Je défausse ma carte. Et à ce moment-là, mon challenge ici est réussi. Donc je ne suis pas fail, donc j'ai passé le challenge. Donc il ne m'arrive rien, j'ai rien gagné. Hein. Mais au moins j'ai pas eu à subir le dégât. Alors après, dans le jeu, il faut voir ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un dégât sur le bateau, qu'on pourra potentiellement réparer, ou bien d'avoir 3 personnes qui vont être fatiguées pour cet événement. Dans tous les cas, il faut faire si vous n'avez pas de choix en termes de challenge, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas soit ce challenge-là, soit autre chose, il faut le réaliser, il faut le faire. Donc vous tirez au minimum une carte, vous n'êtes pas obligé de faire participer des membres d'équipage, vous tirez au moins une carte pour avoir un résultat, si c'est réussi ou pas. Donc ça, c'est pour la carte événement. Donc ça peut être ça, ou ça peut être d'autres choses. Hein. Vous avez d'autres types d'événements. Évidemment, plus vous allez dans les événements qui ont les symboles plus difficiles ou plus périlleux, plus c'est délicat. Vous allez avoir parfois des événements qui vont être persistants et qui vont rester d'un tour sur l'autre, et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc préparez-vous à avoir un bon challenge à ce niveau-là. Mais vous voyez que c'est plutôt simple. Hein. Je fais une action, je tire une carte, je fais le challenge qu'il y a dessus. Ensuite, on peut choisir, donc, je vais mettre mon deck de côté, 2 actions parmi celles qui sont ici. Donc je vais vous décrire les actions. Qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Donc le voyage, vous voyez que c'est indiqué ici. Pour voyager, je peux utiliser la compétence, donc c'est crafting, c'est la compétence de craft en fait, de construction, de fabrication, qui nous permet de voyager. En fonction du challenge du test de challenge ou de la réussite qu'on va avoir, du montant qu'on va avoir, on va pouvoir se déplacer de une zone, 2 zones, 3 zones ou 4 zones. Alors vous allez me dire, ok, on se déplace, mais on se déplace sur quoi? C'est là que je vous présente les 2 derniers composants du jeu. L'Atlas, voilà, donc qui correspond à des pages découpées en différentes zones. Donc les zones sont découpées comment sur l'Atlas? C'est découpé par le bord de la page, par les pointillés blancs ici, bleu clair, et par les spirales également. Donc ça c'est une zone, ça c'en est une autre, ça c'en est une, ça c'en est une, ça c'en est une. D'accord? Et notre bateau, forcément, il va se trouver... je crois qu'au début, il commence dans cette zone-là. Donc ici, vous allez pouvoir voyager. Donc si je peux me déplacer de 2 zones, je pourrais faire 1, 2, ou 1, 2, et ainsi de suite. D'accord? Je peux me déplacer jusqu'à 4 zones, avec une action de voyage, en fonction du résultat. Donc là, comme on a vu... Je vais le mettre ici, je vais mettre le bateau ici. Comme on l'a vu tout à l'heure pour le challenge sur le CV, je peux le faire la même chose sur le craft, à savoir que je peux utiliser des membres d'équipage pour augmenter ma compétence, ce qui est indiqué ici, là, le crafting, avec le petit marteau et la clé à molette, pour obtenir le score le plus haut, pour aller le plus loin possible. Mais parfois, si je veux me déplacer que d'une zone, je vais pas me mettre de membre d'équipage, parce que je sais très bien qu'au minimum, je ferai une zone. Donc, dans tous les cas, je tirerai une carte,
et en fonction de ce que j'ai dessus, plus des compétences qui ont été utilisées, j'aurai un certain montant. Ici, si je prends que la carte, je fais 3, et 3, on voit que c'est une seule zone de déplacement. Donc une zone de déplacement, je pourrais aller où j'ai envie, à partir d'ici. Certaines zones sont périlleuses, c'est-à-dire qu'elles ont en fait ils appellent ça hasard, des événements ou des orages, des choses comme ça, ou des dangers plutôt, des dangers, hasard, et qui nécessiteront de faire un test, un challenge en fait, pour éviter de prendre le dégât. C'est-à-dire que si on rate le challenge, on prend le dégât qui est indiqué là sur le bateau. D'accord. Donc c'est-à-dire que si mon bateau se déplace jusqu'ici, donc j'aurais éventuellement dépensé, fatigué des gens pour y naviguer, ou pas. Une fois arrivé ici, il faut faire le challenge, donc un test là de force niveau 5, ici c'est vie niveau 5. Si jamais il est raté, on prend le dégât sur le bateau, on tire une carte pour savoir où se situe le dégât sur le bateau. D'accord ? Donc ça va venir en plus du reste des choses que vous allez rencontrer. Donc ça c'est l'action de voyage, elle va vous permettre de naviguer avec votre bateau sur toute la carte. Donc pour information, cette carte ici, donc ça correspond à un rectangle. Donc ici c'est celui-là. Ici on se trouve en plein milieu de la page. Une double page, c'est un rectangle ici. Donc vous voyez l'étendue qu'il y a à explorer. Alors pourquoi explorer ? Parce que vous avez sur la carte différents numéros. D'accord ? Ce qui sont autant de chapitres qu'on pourra aller visiter. Et on en arrive donc à la deuxième action, qui est l'exploration. L'exploration, ça veut dire que vous allez pouvoir accéder en fait à un des numéros qui se trouve dans votre zone, là où vous avez mis votre bateau. Donc par exemple, si mon bateau est là en début de partie, s'il est ici en début de partie, il pourra accéder au numéro 2 ou au numéro 174. Comment ça se passe l'action d'exploration ? Je vous rappelle, on a deux actions. Donc on a par exemple un voyage et une exploration, où on peut faire 2 voyages ou 2 explorations. Donc l'exploration, comment ça se passe ? Je vous présente le dernier composant important du jeu, qui est le livre d'histoire, le storybook. Il y a marqué que je peux aller en 2, je vais au chapitre numéro 2, et je lis ce qu'il y a ici. Il y aura parfois des choix, parfois des histoires, et c'est là-dedans que tout le côté narratif du jeu va prendre forme. Et c'est un bon pavé, sachant que vous avez ce livre-là, mais en plus pour l'extension, vous avez également un atlas pour l'extension, avec des cartes pour naviguer dedans, et un livre d'histoire également. Je vous dis, l'extension grandit le monde qui était prévu au départ. Petite note super importante et super sympa. Au tout début, je me suis dit, mais c'est quoi ? Vous avez des petits symboles ici, des petits dessins en début de chapitre. C'est très simple. C'est que, en fonction du dessin, vous savez qui a écrit l'histoire. D'accord ? Donc on a Brenna Asplund qui a ce petit symbole ici, et Mallory Locat et Ryan Locat qui ont écrit avec ce petit symbole-là. Donc ça permet d'avoir un petit, c'est pas un copyright, mais une petite appartenance à la personne qui a écrit l'histoire. Ça vous donnera peut-être à la fin une idée du style d'histoire, et peut-être que vous apprécierez plus l'un que l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir fait ça. C'est rarement fait quand même dans les jeux. Donc voilà, le storybook va vous donner en fait les résultats de l'exploration. Et alors on pourrait dire, il n'y a pas beaucoup de chapitres, mais parfois vous allez revenir sur le même lieu. Et parfois rentrer dans le chapitre, mais pas en faisant la même chose. Alors comment c'est possible ? Parce qu'il y a un système de mots-clés. Mais que je vais vous dévoiler après les 2 dernières actions qu'on a ici. L'action de marché, pour faire une action de marché, il faut qu'il y ait un marché quelque part. On en a un ici, c'est le petit symbole des pièces en fait. Et je crois que j'en ai un ici aussi, il y en a un ici aussi. Donc si vous êtes dans la zone où il y a ce petit curseur, vous pouvez faire l'action de marché. L'action de marché, c'est très simple. Vous allez vous balader au marché, donc c'est une de vos actions. Vous tirez 3, 4, 5, 6, 7 cartes marché.
voyez que c'est pas seulement 2 ou 3, hein, c'est 7 cartes marché. Et vous faites votre choix en payant le coût qui est indiqué ici. Donc là, il est marqué c'est 11. C'est très rare d'avoir 11 pièces. Moi, j'ai rarement eu 11 pièces d'un coup. Mais parfois, vous avez que 3 pièces, 2 pièces, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, dans les cartes marché, qu'est-ce qu'on va trouver ? Des armes. Des recettes. Très important. Et puis, grosso modo, et puis parfois des petits des gris comme ça, qui vont donner des compétences en utilisant à chaque fois des points de commande. Quand il s'agit de cartes comme ça avec un point de commande, enfin tout ce qui n'est pas arme en fait, on les met, on va collectionner ces cartes-là et on pourra les utiliser. Bon, moi je les mets sur le côté ici pour les utiliser pendant l'aventure. Quand on achète une carte arme, on peut la donner directement à un membre d'équipage. Il n'y a pas besoin de payer un coût en plus. On équipe un membre d'équipage. Alors comment ça se passe ? Eh ben, vous mettez votre carte. Donc ici, sur chaque membre d'équipage, vous avez déjà une arme. Chaque membre d'équipage a déjà une arme. Lui, c'est une poêle à frire, qui est assez résistante finalement. Et je peux très bien équiper une nouvelle arme dessus. Il pourra choisir l'arme qu'il utilise quand il fera une attaque. D'accord ? Donc je la mets en dessous. Et ça se passe comme ça. Donc je vais en profiter pour vous faire voir les armes, comment elles sont décrites. Vous avez ici la valeur, donc le plus que vous ajoutez à une carte Fate. Pareil, pour le combat, quand on fera une attaque, on tirera une carte Fate. Donc on aura le bonus au toucher. Ici, le nombre de dégâts si on touche. Et ici, ce qui vous permet de rajouter un point de dégâts supplémentaire en défaussant une carte habilité que vous auriez. Donc lui, par exemple, avec cette arme, avec cette poêle à frire, si quand il fait un dégât, il défausse une carte avec ce petit symbole ici de sévie, l'encre, il fera un dégât supplémentaire, donc il en fera 2 au lieu d'1. Et ici, avec cette carte, donc avec cette arme, avec ce trident, il aura plus 3 pour toucher, 3 dégâts s'il touche, et en défaussant un petit truc d'astuce, c'est le renard, hein, c'est le cunning, il fera 3 dégâts plus 1 dégât supplémentaire éventuellement. La dernière valeur, ça représente la protection offerte par l'arme. Donc la poêle à frire offre une protection de 3, tandis que le trident offre une protection de 2. On va y revenir en détail quand on fera le combat. Donc ça, c'était pour la phase de marché. La phase de marché, cette carte, et on en achète autant qu'on peut, si on a l'argent qui va pour l'acheter, évidemment. Ensuite, nous avons, au-delà de la phase de marché, l'action port. Donc le port, comme pour le marché, il faut qu'on ait un icône de port sur la zone où on se trouve. Ici, par exemple, il n'y en a pas. Ici non plus, ici non plus. Ici, c'est très dangereux quand il n'y a pas de port, évidemment. Et ici, par contre, vous en avez un, avec son nom. Zikora Trading Post. Et là, vous avez le petit symbole qui indique que vous pouvez faire cette action de port. Alors, l'action de port, elle est résumée sur une petite tuile qui se trouve ici. Dans le port, vous pouvez faire chaque action au moins une fois. Enfin, toutes les actions une fois. Je peux payer 4 pièces pour aller en fait dans une auberge. 4 pièces, ça veut dire que sur chaque membre, il est marqué to each crew member, donc sur chaque membre d'équipage, je vais pouvoir retirer un pion fatigue. Donc vous voyez que les pions fatigue, comme on les met, c'est en faisant des challenges. Je vais pouvoir retirer un pion fatigue et deux blessures finalement, 2 petits cœurs, 2 blessures sur chaque membre d'équipage. Très importante cette action, on la recherche souvent quand on est mal. Et pour moi, ça a été un peu la recherche de ma première campagne, c'est de trouver à quel moment j'allais dans un port pour me soigner complètement. Shipyard, donc là on peut réparer le bateau contre une pièce contre un dégât, c'est-à-dire que je paye une pièce, j'enlève un dégât de mon bateau, ou je peux payer avec les planches. Si j'ai des planches en ressources, je peux mettre une planche et j'enlève un dégât du bateau. Mais je peux le faire que dans un port, pas ailleurs. Le healer, je peux aller voir un guérisseur, je paye une pièce par équipage pour... Donc si je vais payer une pièce, je peux payer 3 pièces par exemple, pour soigner complètement un membre d'équipage. D'accord ? Une pièce pour soigner entièrement le membre d'équipage. Alors on pourrait se dire, oh, mais ici on peut récupérer 2 points de vie. Effectivement, c'est un choix à faire entre les deux. D'accord ? Ici c'est une pièce pour qu'un membre d'équipage soit soigné entièrement. Ici c'est 4 pièces, et chaque membre d'équipage, donc les 9, vont pouvoir récupérer 2 points de vie. Et la dernière, c'est dépenser des points d'XP. Alors les points d'XP, c'est la seule chose pour laquelle il n'y a pas de token. Je trouve ça toujours dommage de faire l'impasse sur ce genre de choses, mais bon. Moi j'utilise je crois que c'est les composants de Champions of Midgard, et je m'en sers comme points d'XP. Donc pendant l'aventure, vous allez gagner des points d'expérience,
et dans les ports, vous allez pouvoir les dépenser, et uniquement dans les ports. Les points d'expérience, ils vont nous servir à acquérir ces cartes de compétences supplémentaires, et les cartes qui sont dédiées à nos personnages. Donc ici, par exemple, c'est celle de Marco, il y a 3 cartes différentes, et en haut à droite, c'est le coût en XP que ça va me coûter de récupérer cette carte-là. L'importance de ces cartes, c'est quoi? C'est que ce sont les seules cartes qui vont rester en permanence sur vos membres d'équipage. Une carte liée à son expérience, et que vous ne pourrez pas défausser non plus, pour faire des dégâts supplémentaires par exemple. Mais celles-là vont rester tout au long du jeu. Tandis que les cartes, elles ont des propriétés, des textes bien spécifiques qui vont vous aider dans la partie. Ces cartes-là, compétences qu'on va pouvoir acheter contre des points de commande, mettre à nos membres d'équipage, à chaque fin de chapitre, on va toutes les défausser. D'accord ? Thématiquement, ça n'a aucun sens. Mais c'est pour la raison du gameplay, je suppose. Donc toutes les cartes qui ne sont pas des cartes liées au personnage, qui ont été acquises par l'expérience, en fin de manche, enfin de chapitre, on va toutes les enlever. Donc il y a un intérêt aussi avec l'expérience, parce que les cartes achetées par l'expérience vont, elles, rester sur les personnages. Et ça fait partie aussi de la tactique dans le jeu, savoir à quel moment se délester, par exemple pendant un combat ou pour une capacité qui nécessite de défausser la carte, à quel moment se délester de ces cartes habilités qui de toute façon vont partir à la fin du chapitre. Donc voilà pour les actions qu'on avait au port. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de choses. Et pour un tour de jeu qui est super simple, on a quand même du choix sur les actions. Donc là on a des choix d'actions. Quand on fait d'exploration, on a du choix aussi dans l'histoire. On pourra faire des choix entre aider des gens, ne pas les aider, les attaquer, les voler, différentes choses comme ça. On n'est pas limité. J'ai failli vous en parler tout à l'heure. Comment ça se passe, puisqu'on voit qu'il y a quelques chapitres sur la carte, pourquoi on viendrait au même endroit? Parce que parfois, en début de chapitre, on va vous dire « Est-ce que vous avez tel mot-clé ?» ou tel mot-clé. En fonction du mot-clé, on va vous emmener sur un sous-chapitre du même chapitre. Je vais vous donner un exemple dans le livre, je vais le prendre au hasard. Voilà, par exemple ici, au 40, on vous dit, si vous avez le keyword burn, brûler, vous allez en 40.5. Si vous avez le keyword thug, voleur, bandit, vous allez en 40.9. Et sinon, vous continuez à lire ce qu'il y a ici, d'accord ? Mais si vous voyez ça, vous allez directement au sous-chapitre. Et ce système de mots-clés, il n'est pas noté, ça c'est un truc que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas tant de choses que ça à noter, sauf pour sauvegarder votre campagne et l'expérience, si on n'utilise pas des tokens particuliers. Ces mots-clés, ils apparaissent sur les cartes. Sur les cartes quête, vous allez avoir, en dessous de chaque carte quête, ici, vous avez l'explication de la quête, un petit dessin ou pas, je vais y revenir, et vous voyez ici, ce sont que des mots-clés. Et donc, quand vous allez collectionner les cartes quêtes, que vous allez faire, alors, ce sont soit des quêtes que vous allez faire qui sont actives, soit des résultats de quêtes. Donc en fait, c'est suite à une quête, on vous donne une autre carte quête qui ne vous servira pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher quelque chose, mais ça va vous donner le mot-clé. Et c'est comme ça qu'en faisant les différentes explorations, vous allez trouver d'autres mots-clés à aller chercher, et vous dire « Ah, mais là, je suis passé là, on m'a demandé ce mot-clé-là », vous pouvez le noter, on peut dire « À cet endroit-là, j'ai besoin de ce mot-clé-là », et quand vous allez trouver cette fameuse quête avec ce mot-clé, vous allez pouvoir vous dire « Je vais retourner à l'endroit où j'étais avant », où j'ai déjà passé il y a quelques tours, ou il y a très longtemps. Et c'est grâce à ce système de mots-clés qu'il va y avoir un suivi et une cohérence dans les différents chapitres et dans l'histoire du jeu. Donc, pour différencier une quête qui sert que pour le mot-clé ou comme une quête active, vous avez ce petit dessin ici. Quand vous avez ce petit dessin, c'est une quête active. C'est-à-dire qu'on vous dit quelque chose, on vous donne une indication, c'est pas un GPS, c'est pas super précis, on va vous dire une île au sud, un truc, une mine ou un temple plus bas, ou à l'ouest, un rocher à l'ouest, machin comme ça. Et c'est à vous de chercher, de deviner où est-ce que ça peut être par rapport au dessin de la carte d'ailleurs. Et ça, c'est un côté assez cool, parce que c'est pas un truc précis, on vous dit pas dans tel cadran, on vous dit pas dans telle ville ou dans tel numéro. On vous laisse un peu essayer de deviner et chercher le lieu de votre quête. Donc quand vous avez le dessin, c'est une carte active, et quand vous n'avez pas de dessin, c'est que cette carte quête ne vous sert que pour le mot-clé. Parfois, on vous dira, vous avez complété cette quête-là, parce que le mot-clé ne vous servira plus, on le mettra à ce moment-là dans la boîte des quêtes utilisées. Donc les cartes quêtes comme les cartes aventure, on les laisse dans l'ordre tout le temps, puisqu'il faudra les remettre en fin de partie de toute façon. Et vous voyez qu'on en a un certain nombre. Donc voilà le fonctionnement des mots-clés.
Par ailleurs, sur les cartes aventures qu'on va trouver également, ça nous servira comme des armes supplémentaires ou des équipements supplémentaires. Et ce sont ces cartes-là qui nous représenteront les totems qu'on va trouver, puisque c'est quand même le but de notre voyage, c'est de retrouver des totems pour pouvoir retourner chez nous. Donc voilà pour ce qui est des actions qu'on avait dans notre tour de jeu. Le dernier point que je vais voir, ce sont les combats. Parfois, il va arriver pendant l'exploration ou à cause d'un événement qu'il y ait besoin de faire un combat. Comment ça se passe? Alors, je vais commencer d'abord par un petit truc dont je n'ai pas parlé. C'est que je vous ai dit, on a les points de fatigue quand on fait des challenges. Quand un personnage récupère est utilisé une deuxième fois pour un challenge, pour un test, peu importe lequel, et qu'on doit lui affecter un deuxième point de fatigue, on le retourne sur cette face-là. Cette face-là indique que, en combat, ce personnage-là fait -1 en dégâts. Ça veut dire que je peux l'utiliser en combat, le personnage. Par contre, il fait -1 dégâts. Et, en plus de ça, une fois qu'un personnage a 2 pions fatigue, on ne peut plus l'utiliser pour faire des challenges. Donc vous voyez que c'est plutôt rapide. Si vous utilisez trop de personnages pour faire 2 challenges, par exemple, ils seront tous complètement fatigués. Si vous abordez des nouveaux challenges, ils ne pourront pas y participer, et donc vous serez un peu dépendant de la pioche de cartes qui se trouve ici. Donc on a d'autres moyens, on a des cartes aventures qui nous permettent de retirer une carte éventuellement avec des points de commandement, mais ce sera beaucoup plus difficile évidemment. Donc chaque personnage peut prendre 2 points de fatigue au maximum. Le capitaine a une carte compétence, je crois, qui permet d'en avoir un 3e et qui se met sur un côté normal, sans subir de malus supplémentaires au combat. Et donc c'est important de gérer ça, parce que vous allez devoir gérer ça, l'impact sur les combats éventuels qui pourraient arriver, et vous allez devoir aussi, ça va aussi diriger votre aventure par rapport à ce que vous allez chercher. Si vous voyez que vous êtes très fatigué, et que vous n'osez pas faire des challenges ou faire de l'exploration parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, ben vous allez chercher un port pour aller dépenser des pièces, si vous en avez, pour aller récupérer un maximum de fatigue. Mais vous allez aussi utiliser, comme on a au début, par exemple ici, des recettes en dépensant des ressources alimentaires, donc de la viande, du grain ou des légumes. Vous voyez qu'en dépensant un point de commandement et 3 ressources, de n'importe quel type, là pour le coup, je peux récupérer 3 points de fatigue. Donc je vais retirer 3 points de fatigue de n'importe quel membre d'équipage. Ici, c'est un statut un état de morale bas qu'on pourrait avoir récupéré éventuellement en faisant une action pas très jolie, qu'on va pouvoir enlever. Dès qu'il y a une flèche au-dessus, c'est qu'on peut enlever ce marqueur. Donc voyez comment aussi ça va s'articuler dans le jeu avec la fatigue et les combats qui vont arriver. En termes de combat, on a tous les monstres qu'on va rencontrer dans le jeu sont ici. Il y a un paquet. Comment ça se présente? C'est assez tactique. Alors je vais faire un peu de place autour du combat qu'on va faire, qu'on pourra essayer de faire. On va dire que personne n'a de point de fatigue, ce sera plus sympa pour l'explication. Ils sont tous aptes, ils n'ont aucune carte en dessous d'eux, donc ils ont tous une arme de base, avec finalement le bonus pour toucher, les points de dégâts qu'ils vont faire, et comment ils peuvent améliorer ce point de dégâts. Et l'armure qu'ils ont aussi. Donc quand on tire des cartes, c'est indiqué quels sont les numéros, donc quels sont les ennemis qu'on va rencontrer. Alors je vais par exemple faire ces deux-là, ou même, voici ceux-là. Admettons qu'on me dise, je fais un combat contre 2 et 3. On va vous dire quels sont les monstres que vous allez rencontrer, bien sûr, dans le texte, mais on va dire combat 2 et 3. On va aussi vous donner un niveau de difficulté qui va vous indiquer en fait le cumul des niveaux de difficulté de chaque monstre. Donc on les mélange et on les retourne. Ici vous avez donc le nom de l'ennemi, le niveau qui se trouve juste en dessous. Sur cette partie-là, vous avez son attaque, sa valeur d'attaque. Donc ici par exemple 3 plus les symboles qui sont comme ça. 3 plus les symboles qui sont comme ça, ils ont le même type d'attaque tous les deux d'ailleurs. Et en dessous vous avez la défense. Donc la défense, vous voyez que c'est presque le même symbole, mais il y a un bouclier en plus dessus, que ce qui nous sert nous pour toucher. Donc ça veut dire que cette défense-là, il faudra atteindre ce chiffre-là avec notre attaque. Donc, elle a plus 1, plus une carte, je vais faire ça, plus une carte pour toucher,
Par contre, par exemple, Mara Johnson, elle a un plus 4 pour toucher. Donc avec plus 4 plus une carte, il faut qu'elle atteigne 5. Donc ce sera forcément plus facile pour elle, elle est quasiment sûre de toucher. C'est Midden Slayer. Donc ça, c'est leur défense. Et au-dessus, c'est l'attaque. Alors l'attaque, comment ça se passe? Quand ils vont attaquer, ils font 3 plus les valeurs qu'il y a dans les symboles qui sont comme ça. Donc lui, par exemple, il a un plus 2 ici. Lui, il a un plus 1 ici. Donc lui, quand il attaquera, il fait, si ce symbole-là n'est pas enlevé, je vais vous dire comment après, il fera 3 plus 2, 5 de dégâts, tandis que lui, il fera 3 plus 1, 4 de dégâts. Alors comment ça se déroule le combat? On a, dans un round de combat, 4, je vais dézoomer maintenant, un petit peu, on a 4 cubes d'action de combat. Et chaque personnage a une action spécifique. En fait, une action de support spécifique. J'appelle ça l'action de support. Qu'on place sur les fiches des personnages qui leur correspondent en début. En début de combat. À la fin du combat, on les retirera. Quand on commence le combat, donc le joueur, si on y a plusieurs, c'est un peu différent, mais le joueur va choisir prendre un pion d'action de combat et l'affecter au personnage qui va faire l'attaque. Je vais faire dézoomer pour vous faire voir qui... c'est pas grave, je vous ferai un zoom sur la carte après. Donc admettons que je décide d'utiliser celle qu'on a vue tout à l'heure. Non, je vais prendre même... Si. Je vais prendre Mac. Parce qu'elle est plutôt balèze. Donc Mac, elle a plus 4. Donc elle va toucher facilement ces ennemis-là. Elle pourra faire 2 dégâts. Elle n'a pas de carte, donc elle ne pourra pas rajouter de dégâts. On est d'accord. Elle va faire 2 dégâts si elle touche. Donc je lui mets le cube sur sa fiche. Et je tire une carte, auquel je vais ajouter le score de 4. Donc je tire une carte. 3. 3 plus 4, ça fait 7. Alors avant de faire ça, en fait, il faut que je désigne l'ennemi que je vais prendre. Je vais dire que je vais viser lui plutôt. Je vais le viser lui. C'est plus intéressant. Donc 3 plus 4, ça fait 7. De toute façon, je suis obligé de toucher. Je peux donc lui faire les 2 points de dégâts qui sont indiqués sur ma fiche de personnage. Ici. Les points de dégâts, ce sont des petits cœurs qu'on va mettre sur le monstre que j'ai attaqué. Et là, il y a la partie tactique du jeu, c'est comment j'affecte les dégâts. Sur les cœurs qui sont simples comme ça, je peux placer un dégât comme ça. Je peux le placer ici ou ici. Je peux également couvrir les petits symboles spécifiques, ce qui évitera que l'ennemi utilise ce symbole. Donc là, en l'occurrence, son attaque, qui était 3 plus 2, 5, si je couvre avec un dégât ce marqueur-là, il ne sera plus utilisable et il ne fera plus que 3 dégâts en attaquant. Ça peut être intéressant. Quand j'ai un cœur avec un chiffre à l'intérieur, pour pouvoir recouvrir avec un seul cœur cette zone-là, il faut que je fasse 2 dégâts. Donc puisque mon attaque a fait 2 dégâts, je pourrais mettre un seul marqueur ici. Alors vous allez me dire, mais je pourrais faire ça et ça. Et je vous dirais, non. On peut placer les dégâts qu'orthogonalement, sauf carte ou capacité spéciale, mais les dégâts, on ne les place qu'orthogonalement. Ça veut dire que si je devais mettre un deuxième dégât, je pourrais le mettre ici ou ici. Ou alors, je pourrais faire ça et ça, par exemple. Ça, j'ai le droit de le faire. Alors, je ne peux pas faire ça et ça, parce que j'ai que 2 dégâts. Et que le premier, déjà, nécessite 2 dégâts pour placer un petit cœur dessus. Donc voilà la difficulté qu'il va falloir faire. Parce que ça, c'est un monstre qui est plutôt simple. Mais sur les monstres qui sont compliqués, on va devoir se répartir et faire attention là où on place les dégâts pour faire différents effets. Parce que vous avez les effets de dégâts comme ça, du monstre, mais on aura d'autres effets de fin de tour, on va le voir tout de suite. Donc admettons que mon personnage, il ait placé les dégâts, donc on va dire, d'ailleurs il va prendre que celui-là. Alors pourquoi ici? Parce que j'ai fait 2 dégâts déjà, je peux le placer. Dans les petites cases, vous voyez qu'il y a un petit symbole aussi. Et c'est le petit symbole qu'on retrouve sur les pions spécifiques de chaque personnage, ce petit symbole-là. Quand vous placez des blessures dans votre tour de jeu, dans votre attaque, dans l'attaque d'un membre d'équipage, quand vous placez une blessure dans votre attaque
là où il y a un petit symbole, vous avez le droit de donner votre jeton à un autre membre d'équipage, ce qui va lui permettre de récupérer un autre bonus. Là, on arrive sur une deuxième partie stratégique du combat, c'est dire, est-ce qu'on concentre plusieurs bonus sur un personnage, ou est-ce qu'on répartit les bonus sur le personnage suivant qui va attaquer, qui lui essaiera de donner son bonus à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc là, en l'occurrence, Mara Johnson, elle va donner ça, puisqu'elle a mis les dégâts ici, à un autre personnage. Donc on va savoir à qui fera une attaque après. Par exemple, si c'est celui d'après, ou ça peut être un personnage qui agira en dernier, son bonus qui est un bonus de points de dégâts, de points de touche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le donner à quelqu'un qui va faire beaucoup de dégâts, par exemple. Donc là, on va prendre par exemple le capitaine, qui elle a que plus 1 pour toucher, par contre elle fait 4 de dégâts, ce qui est plutôt intéressant. Donc je vais lui mettre son bonus. Chaque membre ne peut utiliser que le bonus de quelqu'un d'autre, c'est un bonus de support. Donc le capitaine, ne peut pas utiliser son propre bonus. C'est uniquement le bonus de quelqu'un d'autre. Je peux très bien avoir 2, 3, 4 bonus, enfin pas 4, ce sera pas possible, mais 3 bonus sur mon personnage et les utiliser tous les 3 en même temps dans mon action de combat. On peut cumuler les effets. Donc là, en l'occurrence, maintenant, on va faire attaquer elle. Mais avant ça, une fois qu'on a terminé l'attaque sur l'ennemi qu'on a ciblé contre-attaque. Comment il contre-attaque? S'il est vivant, bien sûr. Si jamais j'ai recouvert tous les cœurs d'un ennemi, il est éliminé dès que j'ai recouvert le dernier cœur. Même s'il a encore ça qui n'est pas recouvert. Je ne suis pas obligé de recouvrir un élément qui n'est pas un cœur. Mais à partir du moment où j'ai recouvert tous les cœurs d'un ennemi, il est éliminé, on le retire. Donc ici, à la fin de mon attaque, l'ennemi contre-attaque et il me fait les dégâts qui lui restent. Donc là, en l'occurrence, il me ferait 3 plus 2, 5 de dégâts. Et là, vous dites, 5 de dégâts. Pour rappel, mon personnage, ici, n'a que 5 points de vie. Normalement, après cette attaque-là, je prends 5 de dégâts et je déduis mon armure, enfin la protection qu'il y a à mon arme. Mais ici, elle est de 0. Donc là, dans cette situation-là, Mara Johnson se prendrait 5 de dégâts et tombera à 0. Et il serait out du combat et ne pourrait plus faire ni challenge, ni combat jusqu'à ce qu'elle récupère des points de vie. D'accord ? Elle ne meurt pas, elle est seulement mise de côté, KO, et on la récupère en miettes sur le bateau. Donc du coup, est-ce que ma tactique de départ de mettre 2 blessures ici était bonne ? Pas sûr. D'accord ? Le mieux aurait été de faire ça. De faire une blessure ici, une ici. Comme ça, on éliminait un point de vie. Et en plus, on réduisait la contre-attaque immédiate. Ce qui fait que là, il me faisait une contre-attaque que de 3. Et je mettais 3 blessures sur Mara Johnson. Autre chose qui est important, le positionnement des ennemis. Vous voyez que les ennemis, on les positionne au hasard. C'est-à-dire que je mélange les cartes et je les retourne et je les place au hasard. Là, on en a que 2, mais on pourrait en avoir 3 ou 4 ou 5. Si les ennemis étaient positionnés comme ça, j'ai le droit, par effet en fait, de ricochet ou de dégâts, de dommages collatéraux, de mettre des dégâts sur les cases de l'ennemi à côté. À partir du moment où je respecte le fait que ce soit adjacent et orthogonal. Donc j'aurais pu faire, par exemple, un point ici et un point ici. La règle pour faire ça, c'est que je mette au moins la moitié des points de dégâts sur l'ennemi que j'ai visé au départ. J'avais visé lui, donc j'ai mis un dégât ici, je respecte cette règle de au minimum la moitié. À quoi ça va servir ça ? Ça va permettre de toucher potentiellement des ennemis qui auraient une résistance plus forte. D'accord ? Si lui par exemple il avait eu 3 ou 2 en défense, et que j'arrive plus facilement à le toucher, en faisant des dégâts collatéraux comme ça permet de mettre des dégâts à l'ennemi qui est un peu plus puissant et plus difficile à toucher. Alors c'est expliqué thématiquement par le fait de faire des actions qui font que les ennemis vont trébucher sur un autre ennemi, envoyer un coup d'épée ou se tromper, et vont toucher les autres ennemis. Sachant que de toute façon, en faisant ça, on peut toucher que les icônes qui sont sur un côté de leur carte. Il y a des effets dans le jeu qui vont permettre d'intervertir les ennemis aussi. Donc ça fait partie comme ça de la tactique du jeu. Bon, si j'en revenais à ça, à faire ce que j'avais fait au départ, ou presque, ici ça me permet de prendre que 3 dégâts, et je passe à l'action suivante. Donc il me reste après 3 autres cubes pour que 3 autres personnages fassent une attaque et se prennent une contre-attaque éventuellement. Donc admettons que je fasse attaquer
le capitaine Sophie, lui, enfin elle plutôt, vu qu'elle fait 4 de dégâts, je vais lui faire une attaque, mais elle va attaquer l'autre garde, qui a la même défense. Pourquoi c'est intéressant? Elle fait 4 de dégâts, et potentiellement, si elle touche, elle va toucher les 4 dégâts ici. Et éliminer le monstre, enfin l'ennemi en un seul coup. Donc pour ça, elle a plus 1, mais elle a également le bonus que lui a passé le précédent combattant, Mac. Ah non, bah je dis une bêtise en plus, ça lui a pas passé. Voilà. On a fait un choix tout à l'heure. Ici, je faisais 2 et je pouvais avoir le bonus. Par contre, si je fais ici et ici, pour prendre moins de dégâts par exemple, je n'ai plus de bonus parce que j'ai pas de case avec le petit symbole comme ça. Donc par contre, le bonus, vu que je suis revenu en arrière sur mon attaque pour vous montrer, le petit bonus, il est resté avec Mac. Donc elle a plus 1 et elle tire une carte. Hop, qui fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Et la défense de l'ennemi ici est de 5. Donc à ce moment-là, elle rate l'attaque. Comment ça se passe quand elle rate l'attaque? À ce moment-là, l'ennemi qu'elle a attaqué fait sa contre-attaque immédiatement. Donc en l'occurrence ici, 3 plus 1, 4 dégâts. Donc le capitaine Sophie Odessa va prendre 4 dégâts, moins sa défense, enfin moins sa protection plutôt, 3 dégâts en tout. Donc, je vais les mettre les 3 dégâts. Vous voyez qu'on prend quand même facilement des dégâts hein, si on fait pas gaffe. Alors, quand on rate, on rate pas complètement. On fait quand même 1 dégât à l'ennemi. Mais on le fait après coup. Hein. Donc si jamais on était... Mais si jamais on était tombé à 0 point de vie, on ne ferait pas le dégât. Donc ici, je peux placer quand même 1 dégât ici, sur l'ennemi. Ou ici. Ce qui me permettrait de donner mon bonus, le bonus du capitaine, à un autre membre d'équipage. Ce bonus de capitaine, qui peut être utile, c'est ce qui permet, ça permet de placer les dégâts en diagonale pour une action de combat. Donc on va le donner à quelqu'un d'autre par exemple. On va le donner à lui. Donc vous voyez, si on rate, on se prend l'attaque en premier de l'ennemi. Si on réussit, on place nos dégâts, mais on se prend une contre-attaque derrière, donc il faut faire attention à la valeur de la contre-attaque. Et ensuite, c'est pareil, je peux très bien placer un autre cube, donc je vais le mettre sur lui, qui a un petit bonus. Il va attaquer, donc lui il fait 2 de dégâts, donc de toute façon, est-ce que ça va être intéressant d'utiliser son bonus? Non, ça ne sert à rien. Il va tirer une carte, il a plus 3. Ah oui, je vais vous montrer le membre d'équipage. Raphaël, il a plus 3 et il fait 2 de dégâts. Il va attaquer ce monstre ici. Il fait 5, 5 plus 3, 8, ça touche. Et donc il peut placer 2 dégâts. Donc 2 dégâts. S'il a envie, il utilise le jeton du capitaine. Et à ce moment-là, il lui rend. Et là, il va placer, mais là, il ne l'utilise pas, il va mettre un pion ici, pour diminuer les dégâts, en fait, et un pion ici. Alors, pourquoi ici? Ça permet comme ça à quelqu'un d'éventuellement viser cet ennemi-là, et de faire un dégât collatéral sur celui-là, pour éliminer les deux. Ou pour vraiment aggraver, pour au moins éliminer celui-là. Donc par contre, il a fait son attaque, donc lui, il contre-attaque. Par contre, il contre-attaque en faisant que 3 de dégâts, puisqu'il n'a plus son bonus. Donc 3 de dégâts. Raphaël, il n'a pas de protection, avec son marteau. Donc il se prend 3 de dégâts. Alors, j'ai encore un cube. J'ai le choix de pouvoir mettre un autre membre d'équipage dans le combat. Ou je peux réutiliser un cube, utiliser un cube sur un membre qui a déjà attaqué. Au maximum, un membre peut attaquer 2 fois dans un combat. Donc s'il a déjà 2 cubes, je ne peux pas le faire attaquer à nouveau. Par contre, s'il n'en a qu'un seul, je peux à nouveau le faire attaquer, par exemple. Et je pourrais très bien faire ça avec... je vais pas le faire, d'ailleurs. Je vais pas le faire, pourquoi? Ah si, je vais le faire quand même. Non, je vais attaquer avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a plus 2 en attaque, et elle fait 3 de dégâts. Donc j'utilise le dernier cube d'action. Elle a plus 2. Elle voulait attaquer celui-là. 2 et 2, ça fait 4. C'est pas bon. Ça rate. Donc,
lui fait 3 dégâts, parce qu'elle a 0 en protection. Hein. Mais elle place quand même un dégât sur la fiche du personnage, donc elle lui met quand même, pas un de ses dégâts, mais le dernier dégât qu'il fallait pour l'éliminer. Tous les cœurs sont remplis. Hop, cette carte-là, elle est retournée, on n'utilise plus. Il n'y a plus qu'un monstre. Quand on arrive à la situation où tous les cubes sont dépensés, mais 4 cubes ont été utilisés, à ce moment-là, tous les ennemis qui restent font leurs actions de fin de tour, à savoir qu'ils vont attaquer. Alors ici, l'attaque, c'est simple, c'est qu'on prend 3 plus les bonus éventuels, et ils font un certain nombre de dégâts. Donc 3 plus rien du tout, ça fait 3 dégâts. Là, les 3 dégâts, il faut qu'on les affecte, en fait, à un membre d'équipage, à un seul membre d'équipage. Et, comble de comble, à ce moment-là, la protection de l'arme ne sert pas. D'accord ? La protection ne sert qu'en cas de contre-attaque, puisqu'on est en plein milieu de truc de combat. Mais dans le cas de l'attaque de fin de round, on n'a plus de protection. Donc il y a que les 3 dégâts, par contre je peux les affecter à n'importe qui. Hein. Donc je peux les affecter par exemple à Laurent qui n'avait pas de dégâts, je mets les 3 dégâts sur lui pour faire l'action du monstre. Donc ici sur ce monstre-là, il n'y a pas d'autre action de fin de tour. Mais vous allez avoir des monstres qui vont vous mettre des trucs en plus et qui vont se faire des actions en plus. Vous avez parfois, alors les actions, comment elles se situent ? Voilà, comme ça. Les actions de fin de tour sur les cartes ennemies ont un petit sablier. Ça veut dire qu'en plus des dégâts, vous avez ces effets-là qui agissent. Donc ici, ça permet de régénérer un point de vie adjacent. Donc d'enlever les blessures, en fait, des cartes monstres qui seraient adjacents à cette zone-là. Donc ici, vu qu'elle n'en a pas, ça ne compterait pas, mais pour les monstres qui sont à côté d'elle, ça serait utile. Parfois, vous allez avoir des statues qui vont être positionnées sur vos personnages. Comme ici, quand il y a une poule, c'est un statut de peur. Ça veut dire que vous allez affecter à n'importe quel membre d'équipage le statut en question. Donc ça fera partie des effets de fin de tour, une fois que vous avez mis vos 4 cubes d'action. En plus des dégâts des monstres qui sont encore en vie, les effets supplémentaires qu'ils peuvent avoir sur leur fiche. Ces effets, vous allez pouvoir les couvrir aussi avec des blessures. Hein. De la même manière qu'on a couvert celui-là, on pourrait couvrir des effets qui vont être déclenchés, qu'on va avoir peur de déclencher en fin de tour. Une fois que cette fin de round a pris place plutôt, on récupère les 4 cubes, on est parti pour un nouveau round. Donc je choisis à nouveau un personnage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, si je devais essayer de mettre fin à ces jours à lui, il faudrait essayer de faire 4 dégâts, pour en mettre 2 ici, 3 et 4. D'accord ? Puisque je suis obligé de mettre adjacent, et en orthogonal, eh ben, il faudrait que je puisse remplir ces 3 cases-là. Donc celle qui peut faire ça, c'est qui ? C'est... Alors je suis pas obligé de le faire comme ça. Je peux très bien dire, je fais attaquer elle, pour essayer de le faire. Mais là, on va prendre le capitaine. Alors elle, il ne faut pas qu'elle se rate, parce que si elle se rate, elle a qu'un point de protection, et elle a 3 points de dégâts déjà sur elle. Donc c'est risqué. C'est risqué, et celui qui a le plus de protection, c'est lui. Mais il fait que 1 dégât. Donc 1 dégât pourrait nous servir. Hein. Mais on va dire que c'est le capitaine. Je tire une carte. Elle a plus 1. Plus 1, plus 2, c'est pas bon. Elle rate son coup encore, le capitaine. Décidément, pas de chance. C'est à ces moments-là aussi que vous aurez besoin parfois des cartes aventure, sur lesquelles vous pouvez dépenser des points de commande pour retirer une carte Fate. Donc par exemple, si j'avais dépensé un point de commande et que j'avais une carte aventure qui me permet d'en retirer une, j'en retire une nouvelle, ça fait 5. 5 plus 1, à ce moment-là, ça fait 6 et ça touche. Puis il n'a que 5 en défense. Mon personnage fait 4 de dégâts. Donc tout à l'heure, quand je disais qu'on pouvait positionner orthogonalement, c'est adjacent et orthogonal. Hein. Donc je ne peux pas faire ça et ça. Ce serait orthogonal effectivement, mais ce ne serait pas connecté. Donc il faut bien que je fasse 1 point, 2 points, et les 2 autres derniers, parce que j'ai 4 points de dégâts en tout, 4 points. Et à ce moment-là, le monstre est éliminé. Donc vous voyez que là, on a vu un combat qui était plutôt facile. Alors, on n'avait aucune carte habileté, on ne pouvait rien rajouter sur le combat. Je n'utilisais pas de carte aventure pour améliorer mon combat non plus. Mais ça, c'est des monstres qui sont plutôt très très faciles. Et vous voyez qu'il y a un certain côté tactique au combat, et qui fait plaisir parce que vous ne faites pas tant de combats que ça. Enfin, de ce que j'ai vécu, la proportion entre exploration et combat est plutôt en faveur de l'exploration et de l'aventure.
et parfois en combat. Parfois vous allez en faire 2 d'affilée parce que les événements font que vous en faites 2 d'affilée, mais vous pouvez passer des tours entiers à ne faire aucun combat. Et on remet après les cartes dans le bon ordre, parce que comme ça, quand on vous dit de piocher les cartes, vous savez où les trouver. Donc voilà pour le combat. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir un monstre qui sont... Bah regardez, celle-là, si vous avez un combat qui se déroule contre ça... Et ça par exemple, ça peut très bien arriver. Hein. Voilà, vous avez tout ça à remplir. Donc les différents effets, vous avez différentes choses à faire. Vous avez un effet First Strike qui fait que c'est lui qui attaque en premier. Enfin, plein de choses et qui font que votre combat, il est vraiment super sympa à faire, à choisir qui est-ce qui va attaquer en premier, la proportion de chance de réussir à éliminer l'ennemi ou à couper ses bonus, dans quel ordre vous allez donner vos jetons éventuellement si vous réussissez à le faire, et tout ça qui est quand même suspendu à tirer une carte plutôt correcte, ou tirer une carte, ou minimiser en fait, ou améliorer vos chances de réussir le coup. Donc en ayant des bonus sur vos touchés. Donc voilà pour ce qui est du combat. Et vous avez à peu près vu toutes les mécaniques qu'il y avait dans Sleeping Gods. Donc évidemment, je vous ai fait une explication, c'est plutôt super mécanique. Qu'est-ce qui en ressort de tout ça ? Et ben, ce qui en ressort, c'est qu'on est sur un jeu qui est un véritable jeu d'aventure. À savoir que cette exploration, là, ici, couplée au livre, ça vous fait un jeu formidable qui vous donne envie d'aller voir ce qui se passe. En plus, les dessins sont vraiment super, donc quand sur les quêtes, on vous dit d'aller voir, je sais pas, ici on va vous dire d'aller voir un temple ou une mine, on essaie de savoir ce qui ça représente vraiment un temple, si c'est une mine, si c'est... Parfois on va vous dire une forêt à l'ouest, alors vous dites, ah il y a une forêt là, mais il y a une forêt là, un village de pêcheurs, est-ce que c'est ici, est-ce que c'est là ? Et ça, je trouve ça super sympa, parce que ça permet de quand même de rendre compte de cette incertitude et de cet inconnu que peuvent avoir les membres d'équipage par rapport à un monde qu'ils découvrent. Et donc, moi j'ai pas été très loin, ça j'ai même pas été voir, je sais même pas comment c'est situé, je le fais rapidement pour pas me spoiler moi-même. Mais vous avez des types variés de paysages, des rencontres différentes, des villes différentes, que vous allez pouvoir visiter. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est qu'on va pas rester, je vais pas passer une fois sur chaque point et dire c'est terminé. Bah non. Parce que les endroits que vous allez explorer, parfois, vous allez arriver à un endroit, on va vous dire, bah, vous avez ce mot-clé là, non. Celui-là, non. Alors, vous avez un petit truc, vous pêchez, vous récupérez de la viande, et terminé. Alors, vous allez noter vos mots-clés, parce que si vous les croisez en route, si du moins vous récupérez des quêtes avec ces mots-clés, vous allez dire, ah, je vais retourner là-bas, parce qu'il y a un truc que j'ai raté, ou que j'ai pas bien vu, ou j'ai pas pu accéder à quelque chose. Et donc, c'est ce qui fait aussi la saveur du voyage, c'est de se dire, on peut aller à l'autre bout de la carte, j'imagine, j'ai pas fait des grands voyages, pour vous tout dire. Je crois que sur ma première campagne, j'ai dû faire, je suis passé, j'étais ici, et j'ai pas tout effacé d'ailleurs, je suis allé ici, un petit peu ici, voilà, je suis resté sur ces 3 cartes-là. Alors ici, c'est les cartes de l'extension, il y a le petit R devant, c'est pour vous indiquer les cartes de l'extension. Bah, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que les cartes de l'extension, c'est uniquement celles qui sont en bas, et tout le reste, c'est le jeu de base. Donc vous voyez qu'avec le jeu de base, vous avez pas mal de choses à faire. Non, franchement, c'est un jeu qui est super simple dans les règles. Le coup des challenges, enfin tout est simple, tout est super simple. Ça se met en place dès les premiers tours de jeu, on se rend compte je trouve du coup de génie. Alors du coup de génie, c'est peut-être un peu fort comme expression, mais du bon ficelage de l'ensemble. Je trouve que ça se tient, c'est cohérent, c'est beau. Enfin, j'aime bien le style graphique. C'est pas le plus beau des styles graphiques, mais c'est un style, en tout cas, c'est le style local. Je crois que je le préfère sur les paysages d'ailleurs que sur les personnages. Et ça marche super bien, on a toujours quelque chose à aller voir, à aller vérifier. Et pour moi, c'est un vrai super jeu d'aventure. Sleeping God, c'est un vrai super jeu d'aventure et d'exploration, et qui met en avant plus l'aventure et l'exploration que de nombreux jeux qui se targuent de faire de l'aventure, mais qui au final vont vous faire des combats très souvent. Alors évidemment, moi franchement, c'est un jeu que j'adore. Il a quand même des tout petits défauts. Alors, les tout petits défauts, je les ai notés pour ne pas les oublier. Qu'est-ce qu'on va avoir comme défaut dans ce type de jeu ? Le premier argument qu'on va pouvoir donner, c'est qu'éventuellement,
on pourrait réduire ce jeu en disant c'est un livre dont vous êtes le héros, avec le matériel de luxe nécessaire à faire le suivi finalement des points de vie, de la fatigue, qu'on pourrait écrire sur papier, des cartes ou des objets qu'on pourrait obtenir. On pourrait réduire tout ça, à tout le matériel qu'on a, à quelque chose qu'on pourrait écrire sur du papier. Ce serait fastidieux, je dirais les 9 membres d'équipage, ce serait assez fastidieux, le bateau, des choses comme ça. Mais ça pourrait être ça, on pourrait très bien dire, c'est un livre dont vous êtes le héros, où on explore, avec une carte où il y a des numéros, et on va voir dans le livre. C'est pas faux, le principe même au sein du jeu, c'est quand même un peu ça. Mais le côté cool du jeu que je trouve, moi, c'est justement ces cartes où on a les mots-clés, on n'a pas besoin de noter ces mots-clés tout le temps, d'aller revoir dedans. Moi, c'est un truc que j'aime pas souvent écrire pendant que je joue à des jeux de plateau. Je sais pas si c'est une flemme ou si c'est parce que j'aime bien avoir quelque chose qui est propre et qui est lisible. Et quand j'écris au crayon, quand j'écris au stylo souvent, ou quand on écrit rapidement, ou qu'on a trop de choses à écrire, je trouve que ça devient fouillis. L'avoir sur des cartes, c'est propre, on met les cartes les unes en dessous des autres, on a les mots-clés, ils sont très lisibles, c'est facile à voir et c'est assez cool. Donc on pourrait le résumer à ce truc-là. Alors ça peut être un défaut, parce que c'est vrai que si on réduit chaque jeu à sa plus simple expression, on peut être assez déçu. Il y a ça. Il y a aussi les 3 chapitres. Alors c'est un truc qui est bien quand même, parce que ça va vous remettre un peu si vous êtes un peu trop fanfaron, ça va vous remettre un peu sur des... ça va vous rendre humble. C'est que les 3 chapitres, je les trouve assez les histoires qu'il y a en fin de chapitre. Alors ça va peut-être spoiler un petit peu, mais il faut être accroché, parce que si vous pensez que vous allez reposer tout votre équipage, si vous êtes tout bien, les fins de chapitre peuvent être assez dures, et vous faire repartir sur le chapitre suivant, finalement, en étant moins bien que ce que vous pensiez que vous seriez. Je spoil pas ce qu'il y a dedans, mais selon comment les événements tournent, ça peut être un peu la cata. Moi, c'était mon cas. Donc voilà, les fins de chapitre sont un peu brutales. D'ailleurs, la deuxième, je crois que c'est ma deuxième, je suis un peu passé à l'as. Voilà, donc il y a ce petit côté-là, et il y a aussi le côté gestion des ressources et fatigue, à ne pas négliger, et parfois ça peut vous faire des tours frustrants, parce que si tous vos membres d'équipage sont fatigués, et que vous êtes au milieu de nulle part, je sais pas, on va prendre un cas ici, vous êtes par ici où il n'y a pas de port du tout. Alors, il y a toujours un petit peu des ports ou des villes pour se reposer, ou alors vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas loin d'un port, mais vous n'avez pas d'argent, et vous dites, mais comment je vais faire récupérer de la fatigue à mes membres d'équipage pour pouvoir aborder les challenges de façon à peu près sereine, sans s'en remettre 100% au hasard, mais parfois vous n'aurez pas le choix. Et ça peut être un peu se dire, ah mince, mais c'est pas possible, ou je vais jamais y arriver. Alors il faut savoir, de toute façon, ça va être en dents de scie un peu votre aventure, c'est-à-dire que il y aura des moments où vous serez super bien, vous aurez fait 2 petites quêtes. Alors c'est pas vraiment des quêtes, parce que c'est pas aussi rapide que ça, on les fait pas coup sur coup, mais vous allez avoir de l'argent, de la nourriture, vous pourrez faire des recettes pour récupérer de la fatigue, vous pourrez aller au marché acheter des nouveaux équipements, ce sera super cool, et puis 2 à tours plus tard, vous aurez des blessures sur vous, vous serez tous fatigués, des petits points de statut, vous n'aurez pas le moral, enfin... Alors ça c'est un côté qui peut être frustrant, mais qui est assez cool, parce que ça fait les montagnes russes sur les sentiments que ça peut vous procurer, et je trouve ça sympa. C'est pas plat, d'accord ? Et c'est ce qui fait le côté super sympa de l'aventure, de la découverte. C'est des waouh et des oh, ou des... Enfin, c'est pas juste. Mais c'est assez cool. Sachant qu'en plus, dans le jeu, vous avez certains endroits où vous allez seulement récupérer de la nourriture, et vous pourrez très bien y retourner. Alors ça vous fait perdre du temps, mais ça vous permet d'assurer le coup. Et il ne faut pas négliger la nourriture que vous allez récupérer, l'action qu'on a qui permet de piocher des tokens qui vont vous donner de la nourriture, aller au marché pour récupérer des meilleures recettes, pour se soigner plus facilement, utiliser les bonnes compétences pour les personnages pour gagner ces bonus-là, utiliser judicieusement les points de commandement, enfin tout s'imbrique vraiment, et ça passe un super temps, et c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment un truc génial. Alors, vous voyez, je suis passé sur les trucs de qualité, sur les défauts pour aller sur les... pour finalement dire du bien à la fin.
Par contre, un truc à noter, c'est que c'est, je l'ai dit en début de vidéo, c'est que c'est, je trouve que c'est plus un jeu solo qu'un jeu multi, puisque justement il tire un peu son ADN d'un livre dont vous êtes les héros. Je trouve qu'il a vraiment une faculté à s'adapter au mode un joueur, avec les 9 membres d'équipage bien sûr, ou éventuellement si vous êtes en couple ou à 2 potes, enfin vous voulez jouer à 2, vous répartissez l'équipage en 2, enfin un qui prend le... Tout le monde contrôle le capitaine à chaque fois, donc on peut prendre chacun 4 membres d'équipage, et le capitaine il est géré par tout le monde. Il est tout le temps accessible, on joue toujours le capitaine en fait. Donc ça veut dire que systématiquement, même à 2 joueurs, vous avez 5 membres d'équipage que vous allez contrôler. Mais bon voilà, après il faut voir si c'est intérêt. Si vous faites des sessions régulières avec la même personne, ça peut être cool, ou en couple. Mais ça s'adapte vraiment bien au mode solo, et pour moi il est prévu pour. Il est vraiment prévu pour ça. Plus qu'autre chose. Et en plus, j'imagine qu'à plusieurs, ça peut rallonger le temps de jeu. Donc c'est déjà assez long comme ça. Je pense que c'est parfait pour le solo. Évidemment, bon, j'ai donné quelques petits défauts. Et les qualités, c'est, je les ai déjà cités plusieurs fois. Vous avez les dessins. Alors les dessins, on les a ici et sur les cartes. Sur tous les objets que vous allez avoir. Pas trop d'environnement. Alors c'est vrai que c'est dans le livre d'histoire, il n'y a pas de dessin. C'est pas illustré du tout. Ce qui fait que vous avez, c'est par le texte, par l'imagination. Les events, c'est pareil. Vous avez des dessins plutôt simplistes, mais qui révèlent bien ce que c'est. Vous allez avoir les ennemis, donc ça vous les verrez réellement. Les objets, et parfois les cartes aventure aussi un petit peu, mais qui sont souvent aussi des objets. Donc vous allez, pour un jeu d'exploration, visuellement, ce sera dans votre tête et dans les textes. Mais voilà, l'aspect graphique du matériel, des composants et tout est vraiment sympa. C'est l'aventure et l'exploration au premier plan avant tout le reste, même avant le combat. Vous pouvez passer des pans entiers de jeu sans faire de combat. Et apprécier le combat quand il arrive, parce qu'il est tactique, parce que c'est pas seulement jette un dé, ou je tire une carte, j'ai perdu, j'ai gagné. C'est plus que ça. Donc ça, c'est assez cool. C'est un aspect très Jules Verne, je trouve, dans le fait qu'on ait des monstres marins, dans le fait qu'on ait un bateau, qu'on est sur un monde qui a des choses un peu différentes de ce qu'on connaît. Donc on est dans un univers un peu décalé. Ça fait vraiment cet esprit-là. Les combats tactiques. Et les choix, en fait. Les choix aussi qui sont... On a de nombreux choix dans l'histoire. Vraiment des façons différentes d'aborder les choses. Parfois, ça sera dicté par des mots-clés. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le choix, parce qu'en fonction du mot-clé, il faudra qu'on se dirige vers un paragraphe. Mais parfois on aura le choix, et c'est souvent pas tout le temps punitif. C'est-à-dire qu'un mauvais choix, il va vous mettre la tête sous l'eau un petit peu, mais pas complètement. Il y aura toujours une sorte de porte de secours, ou un petit truc, un moindre mal, qui vous plaira pas à choisir, mais qui sera possible. Donc ça c'est pas mal, on n'est pas sur quelque chose qui est trop punitif, et encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de moyens. Sur les challenges, c'est toujours possible quasiment de réussir un challenge ou d'augmenter un maximum ses chances. C'est en échange de fatigue, évidemment, donc il faut savoir comment la récupérer. Mais je trouve ça bien. C'est pas punitif, c'est pas il y a du hasard, mais c'est pas punitif dès qu'on va être sur un événement. Alors parfois, ce sera dur quand même. On se dira. Après, dans l'exploration, on est toujours en train d'insister. On va se dire, oh, allez. Je vais quand même aller voir cet endroit-là que je connais pas. On est tous fatigués, mais bon, si on trouve de la nourriture... Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que quand on cherche de la nourriture, on peut tomber sur un combat qui est super difficile et partir tous en sucette, surtout si on n'était pas préparé au combat. Et le jeu est super grand. Je sais pas si vous avez donc vu les cartes qu'on a. Hein. Le jeu est super vaste. C'est les quêtes. Alors, pour vous donner une idée, moi, sur ma première campagne, alors je me suis arrêté aux 2 tiers. Hein. J'ai fait un choix que j'étais sûr que ce serait mauvais et il s'est révélé très mauvais. Mais vous voyez, c'était un cas où je voulais absolument garder mon argent pour pouvoir me reposer dans un port et remettre tout le monde d'aplomb. Et plutôt que d'aller donner de l'argent pour négocier quelque chose, sans en connaître l'issue, j'ai préféré faire un combat. Et le combat, c'était avéré une grosse catastrophe. Mais vous voyez, j'avais un choix. Le choix de la raison aurait été que je donne... Ce qui avait moins pire pour moi, c'était de donner les pièces, et je ne l'ai pas fait. Donc ça veut dire qu'on a toujours cette possibilité-là.
Enfin, on l'a souvent, en tout cas. Donc, moi, dans mon aventure, j'avais récupéré 3 totems. Donc, ça veut dire que normalement, j'aurais dû avoir une session de 12 tours encore derrière. Mais j'avais récupéré 3 totems. J'avais récupéré 3 cartes... 3 cartes d'aventure. J'avais quelques quêtes. J'ai dû faire 5-6 quêtes. Et pour vous donner une idée, le jeu comporte 75 totems à trouver. 75 totems. On a une fiche dans la boîte, qui est une fiche d'achievement, donc de succès, comme dans un jeu vidéo finalement. On a cette fiche-là, qui vous donne tous les totems qu'on peut trouver. Et moi j'en avais 3. En ayant fait les 2 tiers d'une campagne. C'est quand même sympa. Ici, vous avez le nombre de fins possibles dans le jeu. Il y en a 13 fins possibles. Je veux dire, ça vous offre une étendue de ce que peut offrir le jeu en termes d'aventure et d'histoire. Alors évidemment, et je vais le constater rapidement, je vais recommencer une aventure. Ce qui est spécial dans une aventure comme ça qu'on recommence, c'est de se dire, il y a des choses que je connais déjà. Alors on peut éloigner les sessions de jeu dans le temps pour moins se rappeler, mais on a quand même l'envie d'aller voir plus loin. Pas forcément rester avec les quêtes qu'on avait au tout début, parce qu'on a un point de départ, mais on peut rapidement dire, tant pis, cap plein nord, j'ai envie de voir ce qui se passe tout en haut, et avoir d'autres histoires. Et c'est possible. C'est possible. Et il y a plein de choses que j'ai pas faites, même aux endroits où j'étais. Donc c'est super vaste, super grand, comme un monde ouvert, et c'est vraiment un truc sympa. En plus de ça, dans l'unboxing que j'ai fait du jeu, il y avait ces cartes donjons. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein. Ici les storybooks de donjons c'est plus fin. Et il y a des cartes donjons qu'on a ici. Je sais pas du tout comment ça se passe. Et on a des cartes objets, des tokens d'objets, des objets uniques je pense, qu'on peut récupérer dans un donjon. Je n'ai pas croisé un seul donjon sur mon premier run, sur ma première campagne. Et j'ai vu un Daniel de Dungeon Dive a fait un compte rendu aussi, lui, il a fait une campagne aussi, donc il a fait les trois chapitres. Il avait trouvé 4 totems. Il avait fait quelques quêtes aussi, pas tant que ça. Bon, alors, on peut comptabiliser des points, moi j'ai pas comptabilisé les points après mon premier run, c'était pour découvrir un peu le jeu. Mais vous voyez, 4 totems, moi j'en ai fait que 3. Et il a pas croisé de donjon non plus. Ça veut dire qu'il y a... Moi j'ai envie de tomber sur un donjon pour voir comment ça se déroule et comment ça se passe. Mais il y a une grosse rejouabilité. Je pense qu'on peut faire beaucoup de campagnes quand même dans ce jeu. Et toujours avoir des choses à découvrir. Et éventuellement se lancer à la pourchasse de trouver tous les totems. Alors évidemment, moi je les ai pas cochés, comme ça je me permets de pouvoir les recocher. En fait, à chaque fois que vous allez faire une campagne, vous allez pouvoir cocher et vous dire, ok. Parce que je pense que sur une campagne, on peut pas tous les trouver dans une campagne. C'est pas possible. Donc au fur et à mesure des campagnes que vous allez faire, vous allez les cocher. Et le but, ça va être de tous les trouver à un moment donné. Et là, vous pourrez dire que vous avez fait le tour du jeu. Mais je pense que le jeu sera revendu ou sera réédité le temps qu'on ait fait terminer trouver tous les totems. Je pense que ça peut être assez difficile. Mais ça donne cette petite carotte en fait qui vous fait rejouer au jeu et qui est toujours un plaisir. Et éventuellement, au bout d'un moment, quand vous aurez fait toutes les cartes, donc tous ces cadrans, en ayant fait beaucoup d'histoires, vous aurez peut-être moins envie d'y retourner, même s'il faut trouver des totems. Bon. Petit point négatif, je vais revenir sur un petit point négatif quand même. Alors, c'est pas un gros point négatif. Ici, la carte, on vous dit que vous allez pouvoir noter dessus, comme c'est marqué ici, on vous donne un exemple, c'est pas moi qui l'ai écrit ici, c'est un exemple. Ça vous permet d'entourer les zones et de mettre des mots-clés à côté. Pour dire, comme ça, je veux me rappeler où est-ce que je peux retourner avec mon bateau, et ainsi de suite. Or, il n'y a pas la place pour écrire les mots-clés dessus, c'est trop petit. Il y a quelqu'un sur BGG qui a fait des cartes plus grandes pour pouvoir faire des notes dessus. Moi, je pense que la bonne chose à faire, c'est déjà Moi, pour le côté fun, c'est que je faisais le trajet avec des petits pointillés pour savoir où était mon bateau, enfin, où est-ce que j'étais passé, pour voir au final ce que j'avais fait. Je me suis rendu compte que j'avais fait ça, hop, j'étais resté dans le même périmètre quasiment. Et pour les mots-clés, le mieux, c'est de se noter. Alors, vous pouvez entourer de différentes couleurs pour vous dire, là, c'est un danger, là, il faut y retourner, ou là, c'est sans intérêt. Ça peut arriver.
Et noté à part sur une feuille avec les numéros de zone, éventuellement le cadran de la carte, ou le numéro de la carte qui est marqué en bas, qu'est-ce qu'il y a à faire et avoir le mot-clé. Sur une liste, ce sera plus clair que de le marquer sur la carte, où ce sera un peu illisible. Et on en revient à ce que moi j'aime pas dans les jeux quand on écrit, c'est que c'est un peu lisible parce que j'ai pas eu la place, parce que c'est au crayon de papier, parce qu'il y a trop de choses à marquer. Autant le marquer sur quelque chose de net à côté. C'est la seule chose qu'il y aura à marquer dans le jeu. Et pour ça aussi, je trouve ça c'est super cool. Je pense que j'en arrive à ma conclusion. Que vous dire que Sleeping Gods, il est sur le dessus de ma pile de tous les jeux d'aventure que j'ai pu faire. De tous les dungeon crawlers avec des campagnes ou des scénarios, je trouve que ça, c'est vraiment un jeu d'aventure. Il passe même devant, pour moi, Fortune and Glory. Alors, c'est pas du tout, on n'est pas sur le même style de jeu, hein, mais il touche un peu ce côté vraie aventure plus que mécanique, combat, jet de dés. On n'a pas de jet de dés déjà, donc c'est un plaisir. On suit l'aventure, on suit notre équipage, on s'attache à notre équipage, aux différents membres d'équipage, à leurs compétences, à cette répartition. C'est vraiment très cool. Au bateau en lui-même, on fait attention à notre bateau. Donc ce monstre-là, que vous voyez sur la couverture et sous le bateau ici, vous aurez affaire à lui. Je vous rassure. Sur ce, je crois que j'ai un peu tout dit. C'est peut-être un peu long. Mais voilà, Sleeping Gods, c'est mon top 1 jeu d'aventure. Aujourd'hui, ça changera peut-être un jour. Il n'est pas dans la même catégorie que des Dungeon Crawlers, donc ça ne vient pas empiéter sur cette catégorie-là. Mais par contre, vous voyez, par exemple, par rapport à un jeu comme Runbound, qui est du jeu d'aventure, alors c'est du Medfan, mais je trouve que c'est largement supérieur, beaucoup plus plaisant dans ce style-là. C'est vrai Est-ce que ça va pas ouvrir un petit peu sur une... J'aimerais bien que ce concept soit repris sur un autre univers, sur de la SF, sur du Medfan, ça pourrait être très sympa aussi. Après, la gestion d'un bateau et des membres d'équipage, c'est peut-être plus facile et plus simple avec ce style, avec ce thème-là. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu top. Je le recommande à tous ceux qui aiment le jeu d'aventure. Au niveau de l'anglais, ça ira. Il y a quelques mots qui sont peut-être un peu plus littéraires que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Mais c'est vraiment pas insurmontable. Vous comprenez facilement ce qui se passe. Voilà. Je ne peux que vous conseiller ce jeu, Sleeping Gods. Si un jour il y a une version française, mais il faudrait qu'il y ait une version française de ce jeu, tellement il est bon, n'hésitez pas. C'est vraiment un super truc. Je pense que ça va sortir en boutique. Donc c'est pas la peine non plus de vous précipiter dessus et payer trop cher. Je pense que ça sortira en boutique et je vois qu'il n'y a pas d'extension particulière qui restera pour le KS. Le donjon, ce sera avec. L'extension, elle sortira sûrement. Il n'y a que les composants en bois supplémentaires que moi j'ai pas. Les pièces, peut-être qu'elles seront spéciales pour le KS. C'est pas utile non plus. Franchement. Et la boîte de base suffit en termes d'aventure. Donc voilà, je vous souhaite un bon jeu si vous avez d'autres jeux. Si vous avez Sleeping Gods, je sais que vous jouez déjà avec et que vous vous éclatez avec. Ciao, ciao.